Hello, welcome to the Wunder Parlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Bonjour et bienvenue dans Wunder Parlement, l'émission qui vous fait découvrir le Parlement européen par devant et aussi par derrière parfois. Wunder Parlement avec les métiers du Parlement. Nous sommes le 14 février 2023 à Strasbourg, au Parlement européen, bien sûr, en compagnie de Luc de Radio Quetch. Bonjour. Et nos deux invités sont des maîtres du langage, de la traduction, de l'interprétariat et de l'interculturalité. Oui, j'ai réussi. Bonjour Walter Maurits. Bonjour. Et bonjour Cathy Weibel. Bonjour. Alors, Walter Maurits, vous êtes directeur général de la traduction au Parlement européen de Strasbourg, donc le chef de 1300 traducteurs, ou plutôt de professionnels de langue et de l'interculturalité. Et vous venez de lancer Europarle Radio il n'y a pas longtemps, ce projet est né. Et Cathy Weibel, donc vous êtes alsacienne de Suisse, mais c'est sans doute une blague que vous nous avez faite hors antenne, et vous êtes directrice du langage des citoyens. Alors on va essayer aussi de décortiquer cette novlangue européenne. Commençons d'ailleurs peut-être par ça. Cathy Weibel, directrice du langage des citoyens, c'est-à-dire que les citoyens n'ont pas le droit de parler avant de vous consulter. Comment ça se passe ? C'est quoi, directrice du langage des citoyens ? C'est-à-dire que j'ai l'honneur et la chance de gérer une équipe qui parle le langage compréhensible par les citoyens, par le plus grand nombre, si vous voulez. Et c'est une équipe qui travaille en 24 langues, les 24 langues officielles de l'Union européenne, et qui déjargonise beaucoup les propos en traduisant, en sous-titrant, en faisant également des podcasts. Donc on couvre 3 formats différents en 24 langues et en utilisant du langage clair. C'est ça le langage des citoyens, c'est du langage que tout le monde va comprendre dans tous les pays de l'Union européenne. D'accord, donc je peux vous donner n'importe quel acronyme européen et vous me le traduisez en langage clair que tout le monde comprend ? L'idée, ça va être effectivement de ne pas utiliser l'acronyme si personne ne le comprend, sauf les experts, mais de le traduire ou bien l'utiliser en toutes lettres ou voire l'expliquer si vraiment c'est incompréhensible. Donc il y a plusieurs options pour que ce soit compris à la première fois, à la première lecture. Mais comment est-ce qu'on détermine quel mot utiliser, quel langage utiliser et qu'est-ce qui va être compréhensible ? Parce que le monde entier, soit-il francophone, anglophone, etc., n'utilise pas forcément les mêmes mots, qui n'ont pas forcément la même signification dans tous les milieux. Donc, c'est quoi votre référence ? Emmanuel Macron en France, par exemple ? Non, mais pour chaque langue, vous avez bien sûr des références nationales, c'est évident. Mais ce qui nous parle beaucoup, c'est aussi d'utiliser le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un mot dans le jargon européen qui ne veut pas dire grand-chose à qui que ce soit et qui est la comitologie. Magnifique. Ah oui, magnifique. Voilà. Franchement, je vote pour. Alors, on n'utilisera pas ça. Vous voyez, c'est vraiment... Et on aura une petite explication, la procédure de commission, par exemple, pour expliquer un peu plus clairement les choses dans toutes les langues. Et comment est-ce qu'on réussit à expliquer que le Conseil de l'Union européenne n'a strictement rien à voir avec le Conseil de l'Europe qui se trouve à quelques mètres du Parlement européen, et donc le Conseil de l'Europe n'a vraiment aucun lien institutionnel avec l'Union européenne. Vous en avez oublié un. Il y a le Conseil européen aussi, en plus, pour ajouter une complication à tout ça. Alors, mais ce choix de mots, au départ, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une volonté d'être incompréhensible pour garder le pouvoir, ou pour je ne sais quelle raison, non ? Je pense que c'est plus pour des raisons historiques finalement, parce que le Conseil de l'Europe n'a pas été créé au même moment, donc tout ça s'est accumulé au fur et à mesure, et chaque institution y est allée un petit peu de son côté, donc je ne crois pas que ce soit délibéré.
D'accord, donc c'est la faute des anciens d'avant, oui, Oui, c'est pas mal vu. peut-être. Hein. Alors, on va pas parler des lois qui ne s'appellent pas des lois, mais des directives, ni des ministres qui ne sont pas des ministres, mais des commissaires. Hein, on va laisser tout ça à la bonne compréhension du peuple. Et Cathy Weibel, comment est-ce qu'on devient directrice du langage des citoyens au Parlement européen? Il y a des études particulières à suivre, une licence langage des citoyens, un master je parle comme le peuple? Pas vraiment, il n'y a pas d'école pour ça, hein, vraiment. Ça s'appelle déjà une école de traduction pour commencer. Il faut aimer les langues, il faut apprendre à traduire parce que la traduction s'apprend. Il faut d'abord maîtriser aussi parfaitement sa langue maternelle. Pour moi, c'est le français. Et il faut aimer les autres langues. Et donc, il n'y a pas d'école particulière pour devenir directrice du langage des citoyens, mais il faut un amour des langues et aussi une ouverture aux 23 autres langues de l'Union européenne que le français, qui est ma langue maternelle. D'accord. Walter Mauric, vous n'êtes pas francophone de naissance, hein, je crois que vous êtes slovène. Vous êtes donc directeur général de la traduction avec dans votre équipe 1300 professionnels de langue et de l'interculturalité. Alors peut-être d'abord votre parcours, hein, donc peut-être rappeler aussi que la Slovénie n'est pas en Afrique. Enfin, je veux dire, la Slovénie n'est pas le plus connu des pays européens. Donc, si vous pouvez nous éclairer sur ce pays qui est le vôtre. Et ensuite, quel est votre parcours? Comment est-ce qu'on devient grand chef des traducteurs, des professionnels de la langue et de l'interculturalité au Parlement européen? Oui, bonjour. Merci pour l'invitation de venir chez vous, ici de parler avec le Wunderparlament. C'est un honneur d'être ici comme professionnel de langue, ça c'est clair, parce que Slovénie peut-être n'est pas un grand pays, mais elle a donné pas mal de personnes aussi au Parlement européen, parmi ceux aussi tous les traducteurs, tous les professionnels de langue qui sont au même nombre que celles des Français. Parce que toutes les langues sont égales, toutes les langues sont dans les lois, oui, non? Dans les lois, oui. C'est mais ça. Dans la réalité, oui. Hein, quand le Parlement européen imprime des flyers papier, il n'y a pas forcément 24 versions à chaque fois. Chaque fois. On est là pour ça. Et, mais je vous invite à voir tous nos produits qui sont aussi, logiquement, la chose principale, ce sont des lois. Parce qu'il y a même un fort élément juridique et constitutionnel, même si le mot constitutionnel peut-être n'est pas tellement aimé à ce moment-là, mais c'est un principe constitutionnel de multilinguisme. Et là, quand on parle des lois, c'est logique qu'elles doivent être rédigées dans toutes les langues. Mais avec la communication des citoyens, logique, c'est parfois... Peut-être vous ne pouvez pas trouver toutes les langues au même endroit, aussi par des raisons de localisation. Il y a peut-être un moment d'intérêt différent en France qu'en Slovénie, pas par la dimension des pays, mais pour l'intérêt qui, dans ces pays, il existe un peu plus fortement. Ça. C'est pourquoi on a créé le langage des citoyens comme une devise, je peux dire, comme une mentalité de tous les professionnels de langue. On a établi dans la communication avec des citoyens, ensemble avec les journalistes, avec les professionnels de la communication dans notre maison, une approche multilangue vers la communication avec les citoyens. Alors ça, Cathy a parlé justement de cette équipe qui est gérée par elle, mais je voudrais ajouter que le next step, le prochain pas, c'est vraiment d'utiliser le langage des citoyens aussi dans les lois. Parce que, dans les textes qui sont un peu plus juridiques, parce qu'il faut que les citoyens comprennent aussi ça. Et qu'ils deviennent un peu plus proches à ça, non? L'Europe est ici pour cette raison-là.
Mais vous avez demandé de mon parcours, non? Moi, je suis un professionnel de langue, je suis un traducteur, je suis même interprète en même temps. Dans un pays où la langue est parlée par 2 millions de personnes, c'est un peu différent dans le parcours professionnel. Tu ne peux pas gagner la vie avec une seule profession. Alors, c'est le métier, tu dois faire un peu de... peut-être un guide touristique au début, peut-être un prof à l'université, aux écoles secondaires, au primaire, après traducteur et après interprète, ou tous les trois en même temps. Et c'est mon parcours. Et c'est pourquoi j'ai décidé de venir aussi de travailler ici au Parlement, qui est la maison suprême de multilinguisme pour nous. Et est-ce qu'il y a une langue qui est, plus longue, plus compliquée à traduire à l'écrit? Parce que j'ai remarqué dans certains rapports que pour le français, ça va jusqu'à 6 à 8 pages, et d'autres langues, il y a 3 pages. Alors, est-ce qu'il y a une langue qui est plus longue? On sait que les mots allemands, par exemple, sont des fois très longs. Comment ça se fait que ces rapports, des fois, différencient autant de taille? Oui, alors ça, il y a des personnes qui étudient ça pendant 4 ans pour expliquer ça. Alors, on n'a pas assez de temps d'expliquer tout, mais justement pour vous dire qu'on a 3 alphabets, par exemple. Déjà, ça c'est une chose qui donne un peu la différence entre ça qu'on écrit chez nous. Alphabet latin, alphabet grec? Et cyrillique pour le bulgare. Et alors, ça, c'est déjà une approche, ce sont des différentes approches. Après, il y a des langues qui sont plus explicatives. Il y a des langues qui utilisent beaucoup de combinaisons de mots pour expliquer un seul concept. Il y a des langues qui décrivent ça avec les phrases, on a différents... clause, comment on dit en clause en français, le relative clause? Oui, clause. Oui. Alors, ça dépend vraiment d'approche, non? Par exemple, les langues slaves, ils ont une autre approche que les langues germaniques et les langues latines, non? En plus, on a aussi des langues ugrophoniques et on a même une langue sémitique, oui, je ne sais pas le mot en français, comme maltais, non? Qui est de nouveau toute une autre approche, non? Et alors, c'est pourquoi il y a différence. Mais on essaye dans les projets de loi, spécialement après qu'on commence, d'utiliser plus ou moins les mêmes dimensions aussi pour continuer après jusqu'à la finalisation de loi, d'avoir plus ou moins les mêmes dimensions. Et comment est-ce qu'on fait pour traduire des expressions nationales qui n'ont aucun sens chez l'étranger, enfin chez le non-pratiquant de sa langue, heureux comme Dieu en France, c'est une expression allemande, mais on peut pas le dire en français. Si on peut, mais sauf que personne ne comprend rien. Ouais. Il a sorti un lapin de son chapeau, je ne sais pas si ça se traduit en grec. Et comment on fait pour ces expressions-là, ou bien des exemples qui ne parlent à personne en dehors du pays en question? Comment on fait pour traduire, pour transmettre ces mots? Alors, premièrement, nos professionnels de langue, ils ont étudié beaucoup des années pour devenir des traducteurs ou de devenir, je ne sais pas, les personnes qui peuvent faire l'adaptation pour le langage des citoyens. Ce n'est pas une chose que tu le fais seulement parce que c'est ta langue maternelle. Oh non, tu dois étudier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on connaît, par exemple, chacun est spécialiste dans son domaine. Vous êtes spécialiste dans le journalisme, il y a des spécialistes ingénieurs, je ne sais pas, il y a dans chaque secteur. Nous sommes spécialistes dans les langues. Nous ne connaissons pas tous les domaines quand nous traduisons, mais nous savons très bien comment écrire une phrase puisqu'ils sont comme si c'était une langue maternelle. Alors, pour nous, le plus grand succès est quand vous lisez le français, vous dites « Ah, mais ça, c'est pas une traduction, ça, c'est une langue comme si c'était écrit par un Français, on peut dire de niveau soutenu, je dirais. »
Donc ça, c'est le mot, oui, je pense. Donc il y a les 24 langues officielles. Oui. Est-ce qu'il y a une place pour les langues régionales ou est-ce que c'est une question pour les deux? Est-ce que quelqu'un du Pays Basque pourrait vous écrire et dire est-ce que je pourrais avoir ce rapport en basque par exemple? Ça, c'est une très, très bonne question. C'est toujours mis en question. Qu'est-ce qui se passe avec les langues qui sont peut-être même officielles dans un pays, non? Dans chaque pays, on a plusieurs langues qui sont peut-être même officielles. Moi, par exemple, je viens d'un pays où on a 3 langues officielles. C'est dans les différentes régions. Par exemple, le slovène, c'est la langue nationale, mais aussi, on a aussi italien et hongrois. Juste à côté de moi, où j'habite, il y a une région en Italie qui utilise friulien comme langue régionale. Et c'est même officiel dans cette région. Mais il n'est pas officiel au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est toujours la question. Ma réponse, c'est que la décision, c'est toujours politique. C'est donné par les États membres qui doivent être tout d'accord pour ajouter ou éliminer une langue. Peut-être vous me demandez maintenant pourquoi on a encore l'anglais, parce que l'Union européenne, le Royaume-Uni n'est plus l'État membre, parce que c'était jamais mis au agenda de réunion d'éliminer l'anglais, premièrement. Et même si c'était là, probablement, tous les pays se rencontrent parce que l'anglais, c'est premièrement la langue nationale aussi d'Irlande, mais aussi de Malte, mais aussi en Slovénie. Moi, je pense que la Slovénie se rencontre aussi parce qu'ils disaient non, mais on a tout investi dans l'apprentissage de langue anglaise, pourquoi on éliminerait maintenant, non? C'est une langue qu'on utilise aussi pour des autres motifs. Alors, les langues régionales sont toujours le résultat de votes unanime de tous les pays membres. Tous les pays membres doivent être d'accord pour ajouter une langue. Si, par exemple, le Pays basque veut ajouter basque et le gouvernement de France ou d'Espagne veulent proposer ça, il faut ça passera. Tous les autres pays doivent être d'accord. Et à titre exceptionnel, peut-être... Mais premièrement, France et Espagne. Peut-être à titre exceptionnel via le langage des citoyens. Je ne sais pas si vos bureaux auraient le temps, si c'est une demande ponctuelle, si ça arrive même tous les 2 ans. Peut-être que vous trouverez les ressources pour traduire quelque chose en basque, par exemple. Je ne sais pas si... On l'a fait déjà. Peut se faire. Ok, oui, vous l'avez déjà fait. Oui. Il y a d'autres... Parce que ce n'est pas dans la direction de Cathy, mais c'est dans l'autre direction qui est une direction législative, on peut dire, non, pour les lois. Et là, ça vient les lettres des citoyens qui peuvent, pour le moment, on a pour la langue basque, ils peuvent écrire et quelqu'un la réponse. Non, on a des traducteurs aussi pour basque. Et la réponse est toujours rédigée en basque après. Ok. C'est pour les lettres. Et il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, les interprètes, alors je ne sais pas, côté traducteurs, ont fait grève ici. Ça avait vraiment bloqué le fonctionnement du Parlement européen. Est-ce que les conditions de travail se sont améliorées depuis leur grève? Je ne connais pas le dossier des interprètes, je suis désolé. Nous sommes traducteurs. Ouais. Et du côté des traducteurs, vraiment ici au Parlement européen, une journée type, ça ressemble à quoi une journée type d'un traducteur? Et double question, est-ce qu'il y a des gens qui sont que à Strasbourg? Il faut vraiment vivre l'entièreté Bruxelles-Strasbourg pour bien réussir à rédiger des... Alors, premièrement, peut-être tout d'abord une petite information sur l'organisation de travail des traducteurs. Le Parlement a 3 lieux de travail, non? C'est Bruxelles et Strasbourg qui sont très connus, où est aussi le siège du Parlement, mais il y a aussi Luxembourg. Et le service de traduction se trouve à Luxembourg, non? Et, il y a très peu de traducteurs qui viennent ici à Strasbourg, parce que beaucoup de choses peuvent être faites maintenant, à distance. Mais le journée type... justement, il y a quelques minutes qu'on a fini une réunion avec nos collègues de service et on a parlé d'un peu
comment on vive notre profession ici. Et on a vu que pas mal de monde, il a dit quelle richesse c'est que quand tu étudies les langues, parce que le rêve de presque tous les traducteurs, c'est de venir à travailler ici, parce que c'est vraiment une paradis dans le sens de défi professionnel, de travailler avec 24 langues comme ça, dans un service de traduction. Mais quelle richesse il y a que pendant 8 heures par jour, parfois comme la session un peu plus, que tu travailles toute la journée seulement avec ça que tu as étudié. Et ça que tu peux dire toute la journée, tu ne discutes pas seulement de terminologie, tu ne discutes pas seulement de traduction, tu peux faire peut-être 1 minute comme moi je le fais maintenant, enregistrement d'un podcast audio, tu peux faire une révision, tu peux créer un original, tu peux sous-titrer une vidéo, même une vidéo, un film de Lux Audience Award. Par exemple, on a justement fini maintenant de sous-titrer dans 24 langues le film belge qui est francophone, Close. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, spécialement parce qu'il parle beaucoup à la population aussi en Alsace, non? Dans les Vosges, il y avait une histoire très similaire, non? Et le film a parlé beaucoup à cet endroit. Alors, on a une diversité chaque jour, non? Et ça, je pense que ça peut être confirmé tranquillement aussi par les équipes de Cathy. Mais moi, je parle de tous les 1300 maintenant, non? Et qui passent de législatif aux lois vers les autres tâches aussi. Donc c'est le paradis des linguistes ici. Moi, je trouve comme une personne qui a étudié les langues, comme études pendant toute la vie, je trouve vraiment un défi professionnel excellent. Ouais. On va peut-être préciser pour nos auditeurs et auditrices la différence entre traduction et interprétariat, hein, puisque donc Walter Maurich, vous êtes le directeur des 1300 traducteurs et donc il y a 2000 interprètes ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas le chiffre d'interprètes. Nous avons 1300 professionnels de langue qui ne doivent être pas seulement les traducteurs, ils peuvent être aussi l'assistant de traduction, le correcteur. Il y a plein de professions aussi dans la technologie, dans le développement de la technologie et tout ça, linguistique. Mais quand même, nous avons 1300 personnes à l'interne. Après, il y a aussi nos partenaires externes qui sont plus ou moins les agences, parce que là, nous sommes responsables plus ou moins pour 2/3 de production de multilangue, mais 1/3 de production, c'est toujours fait par les externes. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre un interprète et traducteur? Très simple, c'est dans la manière comment il est présenté. Si une traduction est faite par écrit, c'est normalement fait par les traducteurs. Si la traduction ou l'interprétation, comme on dit ici, c'est fait par la voix orale, c'est fait normalement par interprète. Et en live par-dessus, quoi. Alors, il y a plusieurs méthodes de faire l'interprétation. Une chose, c'est simultané, qui est dans les cabines. L'autre chose, c'est consécutif. Après, il y a aussi le chuchotage, quand tu es juste à côté d'une personne. Il y a plusieurs... Comme chez nous, à la traduction, on fait la traduction d'une loi où il faut être très précis. On a la traduction de localisation où on adapte la traduction pour différents milieux culturels. C'est pourquoi on les appelle de professionnels de langue et de l'interculturalité. Et il y a logiquement différents types comme dans chaque profession. Tu te spécialises un peu plus.
c'est ça. Mais comment on fait avec 24 langues officielles? Ça fait des centaines de combinaisons, donc 552. 552. Genre, quand vous avez besoin d'un traducteur finnois, maltais, et qu'il n'existe pas, vous l'inventez? Qu'est-ce qui se passe? Traduction ou traducteur? Qu'est-ce que vous avez Il y a du finlandais Ouais. et vous voulez le traduire en maltais, Oui. sur des langues peu pratiquées, enfin à l'échelle Oui, oui, européenne. oui. Comment on fait pour trouver le traducteur, ou il en faut plusieurs en passant par l'anglais? Oui. C'est, souvent, on passe par une langue, comme on dit chez nous, pivot, non, relais. Mais jusqu'à 2004, quand il y avait seulement 11 langues et quand il y avait 11 langues, on a fait 100 les langues pivots. Alors, chaque communauté linguistique a couvert toutes les combinaisons linguistiques. Maintenant, on ne peut plus se permettre. Avec 552 combinaisons linguistiques, c'est un peu difficile à donner... même, je ne sais pas, la formation à tous les traducteurs, non, d'ajouter toutes les langues. Maintenant, en moyenne, on couvre de 10 à 11 langues par la communauté linguistique. Par exemple, dans l'unité slovène, dans la communauté slovène, on couvre 10 langues, par exemple. Et pour les langues qui ne sont pas là, qui ne sont pas couvertes par les traducteurs, on attend premièrement la version ou français, ou allemand, ou anglais, ou espagnol, ou italien, ou même polonais. Et quand cette traduction est faite, normalement on décide par les voies déjà administratives qui doit finir la traduction par première, et on prend 7 pivots et on traduit de cette langue-là relais. Mais vous avez demandé pour maltais et finnois. On a aussi la technologie derrière. La technologie, une espèce de cloud, nuage, qui nous conserve, qui nous mémorise toutes nos traductions. Et alors, quand nous mémorisons toutes les traductions, parfois, ça vient un texte qui est très similaire, qui était très, très similaire en 2008, par exemple. Et quand on trouve dans ces mémoires un texte qui est très similaire, la technologie nous donne tous les 552 combinaisons de ce texte. Mais justement, à propos de technologie, aujourd'hui, tout le monde attend monts et merveilles de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'on a encore besoin de traducteurs, de traductrices? On rentre le texte dans ChatGPT ou je ne sais quel outil informatique et il ressort un texte merveilleux et parfait dans la langue de votre choix. Donc, vous avez encore besoin de vos 1200 traducteurs? Alors, ça, c'est une question on se pose premièrement nous-mêmes. Et justement, vous l'avez posée très, très bien. Et je pense que la réponse est oui, on a encore besoin. Et je vous donne 2 situations. La première situation, c'est les lois. Parce que les lois sont toujours un résultat, spécialement au niveau européen, d'un compromis. Et quand on parle de compromis, on parle aussi de compromis linguistique. L'utilisation des mots, l'utilisation de contextes même juridiques qui doivent répondre aux besoins de tous les 27 pays membres. Alors ça, c'est seulement une personne juriste, linguiste, un administrateur de parlement ou de la commission ou de l'administration ici peuvent rédiger dans une manière qui est après mise au vote pour les membres pour les députés. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est justement ça que Cathy a parlé au début de cet entretien, parce qu'elle a parlé de langage de citoyen. Et là, c'est vraiment d'être proche aux citoyens dans une manière de rendre le contenu du Parlement qui est législatif à la fin. Non, c'est toujours législatif, plus ou moins, ou politique dans le sens, parce qu'on a
chaque semaine, on traduit des positions du Parlement, par exemple, pour la violation des droits de l'homme dans tout le monde, non? Par exemple, et dans tous ces domaines-là, il faut rendre très proche aux citoyens avec un langage de citoyens. Avec des gros mots? Oui, non pas de grands. On essaie de le rendre un peu plus comment dire, en anglais, on dit conversational language. Je ne sais pas si c'est un homologue, non, parce qu'on ne veut pas parler dans le langage de citoyen, on ne veut pas utiliser comme si on parlait avec les enfants, non? C'est comme parler avec nos amis, non? De notre milieu culturel qui est le même que le nôtre, ou peut-être dans une ambiance même un peu plus d'amitié, peut-être même dans une bar avec un verre de vin. Mais ça, c'est le langage qu'on veut utiliser, non? Qui est conversational. Plus populaire, plus cool. Si ça, c'est la bonne traduction en français, je suis d'accord. Ils ont un peu plus décrypté qu'actuellement. Oui. Parce que ça, et pour ça, l'intelligence artificielle, je pense qu'elle ne sera jamais capable de le faire. Mais il peut faire déjà aujourd'hui une excellente traduction de beaucoup de textes. Mais on arrive à certains moments dans une loi ou localisation de ce type-là qui est tellement mauvais qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser ça. Alors, il y a aussi un nouveau projet, enfin nouveau, je crois qu'il date de janvier 2022, vous allez nous dire, Walter Maurich et Cathy Weibel, c'est Europarle Radio, hein, donc on imagine une radio en 24 langues. C'est quoi Europarle Radio? Vous pouvez nous expliquer? Oui, je commence un peu, après peut-être Cathy va un peu complémenter. Alors, nous avons commencé le projet déjà en 2018. Par une simple raison, parce qu'à l'époque, on a vu que le Parlement similaire au Parlement européen, comme la dimension, comme l'importance, ces parlements, ils ont tous un service audio, même la radio, non? Et le Parlement européen, il n'avait pas ça. Alors, qui a été un peu plus proche à cette idée? C'était vraiment le service de traduction à cause de langue. À cause de langue, pas à cause de... Nous ne sommes pas professionnels de radio, nous ne sommes pas journalistes, mais nous sommes experts dans rendre un texte complexe qui est écrit par différents services ici, de le rendre un peu plus radiophonique en utilisant le langage de citoyen. Et c'est pourquoi on a décidé d'aider à cette idée qui était mise comme un projet spécifique déjà en 2018, en formant presque 200 professionnels de langue, dans toutes les 24 langues, de commencer à traduire ou rédiger, transcrire, comme on dit chez nous, adapter, localiser des textes complexes vers un langage de citoyen. Et le pas prochain, c'était aussi qui peut avoir des voix en 24 langues. C'est de nouveau le service de traduction, parce que nous parlons toutes les langues en même temps, non? Et nous avons formé une centaine de personnes dans comment se comporter devant le micro et comment utiliser notre voix comme un outil. Et alors, après ça, c'était un peu plus facile, non? C'était la technologie, c'était la collaboration avec les gens de la communication, comment faire un podcast, comment faire un live, comment faire tout ça. Et on a lancé le web radio en 2019, 9 mai, comme projet pilote. Et après... maintenant, en 2022, on a créé une plateforme qui est disponible maintenant pour 6 langues
live, en direct, mais avec les podcasts, spécialement le flash d'actualité, beaucoup de programmes hebdomadaires ou mensuels qui sont disponibles dans toutes les 24 langues. Et on aide aussi logiquement à la campagne électorale qui est chaque 5 ans. Mais la création de cette Europarl Radio n'est-elle pas aussi un signe en direction des radios européennes qui ne font pas leur travail de vulgarisation et d'information sur ce qui se passe au Parlement européen ? Oui, le but, c'était ça, de rendre les idées complexes dans une langage un peu, ou les produits un peu plus radiophoniques. Alors, nous sommes, à la fin, nous sommes service de traduction. On ne peut pas avoir tout de suite un objectif comme ça, mais on y arrive. Non ? Oui. Si je peux juste compléter à ce sujet aussi. Bien sûr, Cathy Weibel. Merci. Donc, ce qui est aussi intéressant, je pense, c'est que ce qu'on propose, c'est toujours de parler d'Europe, mais surtout ce que l'Europe fait pour les gens. Et que ces produits-là, tous ces produits sont gratuitement disponibles pour les radios qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir une équipe, de venir à Strasbourg, comme vous, là, aujourd'hui, d'avoir une équipe qui couvre les actualités européennes. Donc, on propose nos podcasts aussi gratuitement aux radios locales, étudiantes. On a plus d'une vingtaine déjà de radios partenaires comme ça qui reçoivent régulièrement nos produits et qui les diffusent. D'accord, peut-être qu'il y en aura 20 000 des radios la prochaine fois. Grâce à vous. Grâce à vous, ouais. Se rencontrera. En tout cas, aussi les conditions d'accueil au Parlement européen pour les radios sont absolument fantastiques à Strasbourg. Hein. Il y a plusieurs studios pro équipés avec des professionnels qui tiennent méchamment la route. Hein. Donc voilà, quoi, les conditions sont réunies pour faire de l'information. Voilà, Wunderparlement touche à sa fin. Merci beaucoup à nos invités, Walter Mauric, directeur général de la traduction du Parlement européen, Cathy Weibel, directrice du langage des citoyens, et les auditeurs qui veulent découvrir les sons et les podcasts d'Europarl, ils cliquent où, ils font comment ? Oui, c'est une adresse un peu compliquée, mais c'est audio Europarl. Alors, ça, c'est les deux mots-clés, audio et Europarl, et radio aussi. Mais on est disponible aussi sur une appli. Pour l'instant, c'est encore pilote, mais on va créer une appli propre, je dirais, très, très prochainement. Et on a nos podcasts dans toutes les plateformes de Parlement, comme le Citizens App, qui est l'appli plus visible de travail du Parlement européen. Et je vous invite tous vos auditeurs et auditrices de télécharger ça. Merci beaucoup et rendez-vous donc dans Europarl pour écouter du slovène, du finnois, du maltais, du portugais et toutes les 24 langues du Parlement européen. Merci à Luc de Radio Quetch, merci à Bertrand à la réalisation et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures européennes dans Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Uč się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.